Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Je ne suis pas ta passagère, un podcast de Moto Magazine. Je suis Nadège Papini, votre hôte. Dans chaque épisode, je rencontre une motarde, entrepreneuse, artiste, mécanicienne ou encore étudiante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi qu'elle vous inspirera et changera les idées reçues sur les motardes. Bonne écoute. Dans cet épisode, partez à la rencontre d'Alice Peuple, aussi connue sous le nom de A Chick on a Bike sur Instagram. Peut-être que sa voix vous parlera, car elle est également la créatrice du podcast Au coin du pneu et du compte Insta Femme et Moto. Bon, je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Alors, je suis Alice, j'ai 39 ans et dans la vie, je suis à mon compte et je suis consultante en communication sur Internet. Donc, j'aide des entreprises à définir leur stratégie et leur contenu pour communiquer, principalement sur les réseaux sociaux, quoi. À côté de ça, t'es motarde. Depuis quand ? Je suis motarde depuis 2006. Et donc ça va faire pas loin de 15 ans, je crois. Et j'ai toujours roulé en Harley-Davidson. Ta première Harley, ça a été laquelle ? Ma première Harley, c'était un Sportster, un 883 carbu, que mon papa a trouvé. Je pense qu'il a fait une bonne affaire et du coup il l'a pris alors que moi j'habitais encore au Canada. Et donc du coup, après un an au Canada, j'ai passé mon permis, je suis partie vivre au Canada, je suis revenue et il y avait une moto dans le garage chez mes parents. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi Harley ? Harley parce que mes deux parents roulent en Harley. Mon père depuis qu'il est jeune et ma mère elle a passé son permis autour de 40 ans et voilà, chez moi il y avait que des Harley. Et après je pense que quand tu démarres Harley et que ça vient d'un univers, d'une passion familiale comme chez moi, c'est dur de t'en détacher parce que c'est pas juste une moto, c'est tous les souvenirs qui vont avec, toutes les douleurs à la fin des road trips, parce que ça reste quand même pas une moto des plus confortables quand tu fais 300 bornes en une journée. Et puis ce bruit, ce look, et aussi l'échange que tu as avec les gens. Je sais pas, j'ai pas roulé en autre chose, mais je pense que quand t'arrives... si on prend l'autre moto qui cartonne, si t'arrives avec une GS et t'arrives avec une Harley... les gens te regardent probablement pas pareil, quoi. Il n'y a pas de bien ou mal, mais ça évoque pas le même univers aux gens qui te croisent à la station-service. Je suis d'accord. Tu disais que t'as du mal de te séparer de la marque Harley. T'as eu quoi après ? Alors après, j'ai eu un Sportster 1200, mais du coup, injection, parce que en fait, je suis montée à la capitale et au bout de 2-3 ans, pendant 2-3 ans, je redescendais à Grenoble pour faire des week-ends moto avec mes parents. Puis au bout d'un moment, j'ai envie de prendre un peu mon indépendance. Et je préfère avoir une moto à injection un peu plus fiable, quoi, un peu plus sereine, surtout qu'à Paris il fait souvent froid et moche et humide, donc je voulais pas avoir à gérer les starters et autres, donc j'ai pris un Eister, donc un peu plus puissant. Et puis au bout de, je crois que je l'ai gardé 2 ans, j'ai fait des road trips avec, et je sais que le dernier road trip, je revenais de Suisse. Et je suis arrivée à Paris, je l'ai posée dans le garage et je me suis dit c'est le dernier road trip avec cette bécane. J'ai mal partout, c'est trop raide, c'est trop fatigant. J'ai eu une phase un peu de doute parce que je voulais me séparer de celle-ci et je trouvais pas chez Harley notamment une autre moto qui me plaisait jusqu'à ce que je croise la route du Street Bob. Street Bob spécial, donc commande avancée guidon droit, pas avec le Alpenger qu'on voyait à l'époque. Et puis voilà, du coup je me suis fait plaisir. Je me disais donc cette passion elle vient de tes parents. Oui. C'est eux qui t'ont emmené direct, t'étais derrière ta maman ou derrière ton papa d'ailleurs, ou les deux? Probablement un peu les deux. J'ai une petite sœur, donc je pense qu'on avait réparti la grande avec le père et la petite avec la mère. Mais oui, on a fait quelques week-ends, on a fait beaucoup de concentres. Mais combien on a de photos de nous avec les parents et les amis des parents dans des concentrations. Dans les Alpes en plus, il y en a beaucoup. Concentration Harley, concentration moto, custom, américaine, quelques week-ends, des voyages en Corse avec eux aussi. Avant que je le fasse en moto, je l'ai fait derrière. Aujourd'hui, du coup, tu fais beaucoup de road trip ? Beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on en fait moins, donc du coup, j'ai fait les calculs. Là, j'ai fait 8000 bornes en 2 ans.
Là où d'habitude je fais plutôt 10 000 km en une année, et par année j'entends saison, c'est-à-dire que moi je roule quasiment pas en dehors d'avril à octobre. Souvent je pars une semaine au moins. Et ouais, mais en fait je fais que ça, je fais pas quasiment pas de balade le jour. Je me dis pas tiens dimanche il fait beau on va rouler. Je le faisais beaucoup à Paris. Et en fait, aujourd'hui, ça m'est passé. À côté, donc t'as un compte, t'as 3 comptes Instagram. Oui, je suis une cumularde. T'en as un donc pour ton podcast qui s'appelle Au coin du pneu. Ton deuxième compte, c'est Femmes et Moto, qui est pour un festival. L'idée, elle est venue d'où ? Femmes et Moto, ça m'est venu au printemps 2021, parce qu'on s'emmerdait un peu quand même. Et l'idée, elle m'est venue... Si je remonte à la genèse, c'est Instagram, un grand pourvoyeur d'inspiration moto et motarde. Je pense que c'est Instagram qui a beaucoup aidé à rendre visible beaucoup des motardes dans le monde entier. Ça a commencé comme souvent par les anglophones et les américaines. Et puis il y a eu les anglaises, CamVC, je crois que c'est 2016. Et puis il y a eu les allemandes, Petrolette, 2017. Et les italiennes, 2017 ou 2018 aussi, Women Motor Bootcamp. Donc j'ai vu ça sur Insta. Puis l'été 2019, je me suis dit ok, j'ai du temps. Je vais aller jusqu'à Berlin. Et puis je voulais y aller en moto. Donc je suis partie 1 mois avec ma bécane. J'ai fait l'aller-retour par les petites routes entre Marseille et Berlin. 5000 bornes et au milieu, cette espèce d'expérience un peu nouvelle. Un festival moto que avec des meufs. Et je suis allée au bootcamp en Italie en septembre 2020 pour réitérer l'expérience. Je les avais rencontrés justement à Berlin. Puis je suis rentrée et puis je me suis dit ok chouette, donc là maintenant la France va faire quelque chose. Puis j'attendais et puis arrivé en mars 2021, je me suis dit mais en fait Alice, vas-y quoi. Un truc complètement fou hein. Moi je n'ai jamais fait d'événementiel de ma vie, je n'ai fait que y participer. Mais j'ai une idée très claire de ce que je veux, de ce que j'ai vécu, de ce que je veux réitérer et offrir aux motards que ça intéresse. Ouais. Donc je pars avec cette facilité-là, l'expérience de l'avoir fait. C'est la seule facilité, parce que tout le reste est nouveau. La deuxième facilité, je dirais, comme j'ai passé beaucoup de temps dans le milieu moto à Paris, entre 2015 et 2018, j'ai eu la chance de rencontrer aussi beaucoup de gens, des constructeurs, des marques, des motards, des motardes, et c'est ça qui m'aide aussi aujourd'hui. C'est un certain carnet d'adresses, c'est un réseau. Et puis une certaine confiance que les gens qui m'ont connue, côtoyée, savent que si je me lance dans quelque chose, je vais aller au bout. Donc ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur le projet. Mais voilà, maintenant tout s'écrit chaque jour. C'est beau. Tu parlais donc de partir 1 mois en Allemagne jusqu'à Berlin. Comment tu l'as vécu, ce road trip d'1 mois toute seule ? C'était très excitant, c'est la première fois que je faisais ça. Je pense le plus longtemps avant, j'avais dû partir 10 jours. J'ai tout programmé parce que je suis quelqu'un de très organisé et un peu flippé. Moi, j'ai besoin de savoir où je dors le soir. Parce que ma moto, elle peut être un peu fatigante, mais au moins je sais que le soir, j'arrive dans un endroit, il y a une douche, il y a un lit, je peux dormir, j'ai pas à savoir où je recharge mon téléphone, voilà. Donc j'avais un peu calé tout ça, ce qui m'a donné un rythme, ça me donnait des objectifs en fait. J'avais pas à me demander qu'est-ce que je fais en fait. Donc ça me rassurait beaucoup. Il y a toute une partie où je suis partie avec une amie. Je suis d'abord partie avec mes parents sur une partie. Après j'ai retrouvé une amie. Après elle m'a emmenée chez un ami à elle. Je suis partie visiter Berlin. J'ai été remplie donc par toutes ces connaissances aux pétrolettes. C'est plutôt sur la deuxième partie, sur le retour, tu vois, on va dire sur 4 semaines. La troisième, elle commence à être un peu dure. La fatigue, un peu de solitude. Ce qui est génial, c'est que moi, quand je pars toute seule comme ça, je partage tout sur Insta. On peut suivre mon voyage en story. Alors, il y a ce que je vois, mais il y a aussi tous mes ressentis, parce que je parle un peu sans filtre. Mais ça m'a beaucoup soutenue, ça, en fait, parce que les phases, justement, où j'étais un peu plus down, je les ai partagées, et j'ai eu plein de messages de gens que je connaissais même pas, qui me disaient « Mais non, continue, nous on veut voir la fin de ton voyage, ne la brèche pas, courage, c'est génial, on est avec toi. » Et j'étais contente de rentrer, voilà. Très honnêtement, 1 mois, pour moi, c'est bien quand je vois là les gens qui partent à l'autre bout du monde pour faire un voyage.
je suis la Ginger Outrider qui me fascine. Elle est partie avec son mec en Amérique du Sud. Et alors je pense qu'ils dorment pas 100% en tente, mais bon, ils se prennent des routes de fou tous les jours et ils dorment en tente. Il y a un côté fascinant et en même temps, c'est pas du tout une aspiration chez moi, quoi. Donc j'ai quand même besoin de cadrer les choses. Mon objectif un jour, c'est d'arriver à ne pas trop programmer. Partir un peu plus à l'aventure et... Alors l'aventure, attention. Je reste sur bitume, sans tente, mais de me dire, tiens, j'ai envie de rester plus longtemps ici, ou tiens, non, en fait, je vais rouler 100 bornes de plus et je dormirai plus tard, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es en France, c'est moins évident parce que on est quand même assez densément peuplé, tu peux pas toujours être sûr de tomber sur un logement, et c'est un grand mot, mais un stress que j'ai pas envie de m'infliger. Ça me va bien, moi, d'avoir pensé à ça avant. Je pense à rien d'autre sur la moto, du coup, que la route, quoi. Ouais. Et comme aventure, tu veux rester que sur le bitume ou tu veux pas faire un peu d'off-road ou... Alors, le off-road. Si, j'ai très envie, mais j'ai très peur. Mais vraiment, on est en train de déconstruire une certaine idée presque d'une phobie de la chute, des cailloux, du dérapage, de la non-maîtrise. En fait, je pense que ça vient... J'ai essayé il y a... 2016, c'était le tout début de la boue. On s'est dit allez, on y va et tout. Je l'ai inscrit moi et quelques amis à une initiation de trial, parce qu'à l'époque, comme on n'était pas documenté là-dessus, trial, trail, motocross, enduro, pour moi c'était tout la même chose. J'ai découvert donc sur place que c'était pas tout à fait la même chose du trial, et je me suis pété le poignet au bout d'1 heure et demie. Ah ouais. Et pourtant, ça n'avait finalement pas grand-chose à voir avec les glissades, le dérapage de cailloux, parce qu'en fait, c'est juste que c'était trop d'infos pour moi et ça commençait à m'échauffer. Et en fait, je suis rentrée dans l'énorme pierre que normalement tu dois franchir. Je suis passée au-dessus, je suis tombée, voilà. Donc là, j'ai pas dérapé, j'ai pas glissé, j'ai foncé dans le mur, quoi. Mais je pense que malgré tout, ça m'a laissé un peu des séquelles de flip, de chute. Ouais. Et puis quand tu passes 15 ans sur une Harley, chaque bout de gravier, zone humide ou quoi que ce soit, tu les traverses, tu prends l'habitude de serrer les fesses en espérant que tu restes bien droite. Et j'ai fait plusieurs refus d'obstacles. Il y a plusieurs fois où je suis allée m'inscrire à des cours, soit sur les festivals féminins, soit autour de chez moi, là, dans le sud. Et j'ai annulé parce que je me sentais pas, parce que j'avais trop peur, parce qu'il y avait trop de monde, parce que je sentais pas du tout l'instructeur. J'ai l'impression qu'il serait pas capable d'être assez patient pour que je m'en sorte dignement. Et un jour, AMV m'a appelé en me disant « Oui, je crois que tu as quand même un peu envie de le faire, mais on va te proposer les conditions idéales. » Et on a beaucoup discuté. J'ai beaucoup testé qui était Antoine Méo, s'il était vraiment si sympa que ça, si j'allais être vraiment toute seule. Et c'était le cas. Et ça a été une journée, on va dire, très novice, mais ça a été super pour justement passer le cap, tu sais, franchir. Je pense qu'il y a des fois, on a besoin d'être accompagné, mais vraiment, d'ailleurs, on le voit pas dans les vidéos, mais il y a un moment où même il est monté sur la moto derrière moi, c'est-à-dire littéralement, il a guidé la moto avec moi dessus parce qu'il y avait des grosses ornières et j'y arrivais pas. Donc il m'a vraiment pris par la main pour aller sur chaque étape. Et je l'ai refait ensuite en Italie début avril au bootcamp. Et là, il y avait du monde avec moi. J'étais toute seule, personne pour me tenir par la main. Et j'ai osé y aller. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, cette session avec AMV, pour initier quelque chose, quoi. Et j'adorerais. Ce que j'ai vécu avec Antoine Méo, c'est un mois de novembre ensoleillé dans la campagne à côté de Manosque. C'est sublime, en fait. Mais bien sûr que tu as envie de faire ça. Bien sûr que tu as envie de sortir de la route, d'être au milieu des champs, dans la forêt, avoir des points de vue que tu vois pas si tu es sur le bitume et tout. C'est vraiment magnifique. Donc je vais y arriver, petit à petit. Je ne sais pas quand, mais ça pourra prendre quelques années. Mais comment ça s'est passé ton permis moto? Ça a été facile ou t'as mis un peu de temps à l'avoir? J'ai passé, je pense, 40 heures. C'est pas une honte, c'est pas grave. Non, c'est pas une honte, c'est un peu beaucoup financièrement. Et encore à l'époque, c'était beaucoup moins cher que maintenant, je crois. Ouais, en fait, j'ai eu un blocage. J'ai fait une chute dans un test de demi-tour d'un côté et pendant, je pense, vraiment probablement 10 heures, il ne m'a fait faire que des 8 dans un sens pour libérer ce côté où j'arrivais pas à tourner parce que j'étais tombée dans le demi-tour.
Donc ouais, ça m'a pris pas mal d'heures. J'ai passé un temps fou sur ce circuit, sur ce parking pour apprendre le rapide. Et je l'ai passé 2 fois parce que je crois que la première fois, j'ai fait 2B égale 1C, genre 1 seconde de trop et un cône. Et voilà, il m'a fallu 2 fois. Mais j'ai pas du tout un souvenir traumatisant de ça. Je me souviens que ça... Je suis comme ça, hein. J'ai versé beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de frustration, ça n'allait pas du tout comme je le voulais. Mais bon, finalement, c'est ça l'apprentissage, quoi. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à celles et ceux qui osent pas, qui ont peur, qui ont la pression comme toi, qui osent pas passer le permis moto, qui osent pas se mettre au off-road, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Pour le permis, j'avoue que je sais pas trop parce que ça doit pas être évident de se lancer. Enfin, je pense que se lancer, ça veut dire qu'on a vraiment envie. Et peut-être que s'il y a des gens qui osent pas, c'est peut-être qu'au fond d'eux, il y a une partie d'eux où ils savent qu'ils auront peur et qu'ils seront pas trop dépassés. Puis c'est un sacré investissement en temps, en argent ou autre. Donc pour le permis, je laisse à chacun de décider parce que je pense que ça c'est très personnel. Mais une fois qu'on est dans la moto et qu'on veut se dépasser, moi je dirais, entourez-vous bien.